Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes docteur en géopolitique, habilité à diriger des recherches, professeur à la Paris School of Business. On vous doit notamment, Frédéric Ancel, Les Voies de la puissance, publié chez Odile Jacob, et l'Atlas géopolitique d'Israël, paru chez Autrement. Frédéric Ancel, est-ce qu'on peut considérer qu'Israël est, avec la Turquie, sur laquelle nous reviendrons ensuite, le principal gagnant régional de la chute de Bachar el-Assad en Syrie ? Absolument. La réponse est oui. Ce sont exactement les deux grands vainqueurs. Pas tellement parce que Assad constituait un problème militaire pour Israël. Franchement, la Syrie, depuis au moins la fin des années 2000, n'était plus qu'un territoire, qu'un sol, qu'un espace aérien et maritime dans lesquels évoluait Israël pour empêcher notamment les Iraniens d'y acheminer, d'emprunter cet espace pour acheminer des armes et du matériel et des hommes vers le Hezbollah. Donc Assad, lui, n'était pas tellement dangereux en soi, ne l'était plus en tout cas. En revanche, c'est l'illustration, ce qui vient de se produire, est l'illustration de la grande victoire militaire d'Israël contre le Hezbollah. Ça, au moins, c'est pas contestable. Vous regardez toutes les cases ou les critères, les paramètres qui font une victoire ou une défaite au sens militaire, mais quelque part aussi d'ailleurs sur le plan politique. Et vous trouvez Israël face au Hezbollah, grand vainqueur. J'ajoute d'ailleurs un point, si vous le permettez, cher Steve. Vous noterez que la concomitance entre, d'une part, le cessez-le-feu qui a été obligé d'accepter le Hezbollah vaincu et l'attaque fulgurante de la coalition islamiste contre Assad est quand même extraordinaire. Il y a concomitance totale. C'est-à-dire qu'Israël a réussi, en écrasant le Hezbollah, donc en cassant cette assurance vie de l'espace aérien iranien et vice-versa, a réussi à casser littéralement le continuum qui existait entre l'Iran et le Liban. Et pour conclure, je vous dirais qu'à mon avis, non seulement les Turcs, ça c'est une évidence, mais sans aucun doute, les Américains, les Français, les Britanniques et les Israéliens ont contribué, je ne dis pas qu'ils l'ont fait seuls, mais ils ont contribué à rendre possible, notamment sur le plan militaire, cette victoire. Et vous diriez, Frédéric Ancel, que ce qui s'est passé ces 2 dernières semaines, en particulier ce week-end, est le dernier effet de la dynamique en cours depuis le 8 octobre 2023 au Proche-Orient ? Oui, et je reconnais là le très bon géopolitologue que vous êtes. Vous n'avez pas dit le 7, vous avez dit le 8 octobre, c'est-à-dire lorsque le Hezbollah, indûment, en dépit de toute réalité du droit international, de toute légitimité, a attaqué Israël prétendument pour soutenir le Hamas. Et je pense d'ailleurs que le Hezbollah en voudra longtemps et que les chiites libanais en voudront longtemps à la République islamique d'Iran, parce que certes, l'Iran a joué un rôle, certes, l'Iran a lancé 2 attaques balistiques contre Israël qui d'ailleurs ont été finalement couronnées d'aucun succès réel en réalité, en prenant par ailleurs des coups beaucoup plus durs, mais c'est l'Iran qui, bien sûr, comme d'habitude, a envoyé, pardonnez-moi l'expression, au casse-pipe, a envoyé sur le front ses proxys. C'est pas tellement. Il y a eu quelques officiers iraniens qui ont été éliminés dans le cadre de cette guerre globale, et d'ailleurs ça a commencé quelques années avant, le 8 octobre. Mais pour l'essentiel, c'est bien sûr le Hezbollah qui a pris tout le poids une grande partie, en tout cas du poids de la riposte israélienne au 8 octobre 2023. Alors Tsahal qui a étendu son contrôle militaire dans le sud de la Syrie en se déployant dans la zone tampon du Golan côté syrien. Ceux qui vous suivent depuis longtemps, Frédéric Ancel, ont sans doute lu votre géopolitique du Golan, le Moyen-Orient entre guerre et paix. C'était son titre global, paru en 2001, il y a plus de 20 ans maintenant. Comment est-ce que vous expliquez cette dernière décision israélienne et peut-elle avoir selon vous pour conséquence, pas forcément à court terme, mais à moyen terme, comme conséquence l'accroissement des tensions avec le futur pouvoir en place à Damas ? Alors, d'abord, merci de me faire l'amitié de rappeler ce très vieux bouquin qui n'a pas eu un succès phénoménal, mais que je trouvais d'abord très intéressant parce que c'était le seul en fait qui était consacré au plateau du Golan en langue française, parce qu'à l'époque tout le monde s'en fichait. Bon, donc à tort. Alors, il y a 2 points. Le premier, c'est celui qui est strictement tactique, géographique, militaire. La zone tampon dans laquelle d'ailleurs se trouvait la ville, enfin l'ancienne ville détruite pendant la guerre des 6 jours de Quneitra. Donc, pour des raisons, me semble-t-il, strictement sécuritaires, parce qu'il n'y a franchement rien à gagner là-dedans. Et puis, c'est une zone un no man's land par définition vide. Il n'y a aucune population. Donc ça, je pense que c'est uniquement une question de visibilité sur le terrain. Quand vous y allez, vous constatez qu'il y a une déclivité en faveur d'Israël. C'est-à-dire que vous augmentez en fait c'est quelques centaines de mètres par-ci par-là,
1 ou 2 kilomètres un peu plus au sud. Hein. Et donc ce ne sont que quelques centaines d'hectares, mais vous accroissez votre champ de vision de ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire dans la plaine du Horan, qui donne pratiquement jusqu'au faubourg de Damas. Pareil, mais le message politique est encore plus fort que l'avantage militaire? Alors, voilà, c'est ça. En fait, deuxième point, juste très rapidement, les Israéliens sont montés tout en haut du massif du Hermon. Vous savez que le mont Hermon ou le Hermon est détenu pas par Israël, mais simplement sur son versant méridional. Le versant septentrional, donc en fait c'est l'anti-Liban, c'est l'extrême pointe sud de la chaîne montagneuse libanaise de l'anti-Liban, était sous no man's land aussi. Et là, on est à 2008. Donc inutile de vous indiquer qu'en gagnant 400 mètres dans cette région extrêmement petite, on gagne énormément là aussi pour les radars. Mais vous avez raison, politiquement, ça signifie quelque chose. Vous ne vous approchez pas des frontières. Ça, c'est exactement ce qu'Israël est en train de dire. Et c'est important que ça se fasse maintenant pour une raison très simple, c'est que l'armée israélienne, pour l'instant, est extrêmement, est en tension très importante. Elle intervient, cet investissement géographique, même s'il est mineur, il intervient après une victoire authentique contre le Hezbollah. Donc il s'agit de dire au nouveau pouvoir qui, de toute façon, à mon avis, n'aurait militairement pas les moyens d'attaquer Israël, c'est même une certitude, si tant est qu'il voulait le faire, de ne pas s'approcher de la frontière israélienne. Alors l'homme fort à Damas sera sans doute Abou Mohamed al-Joulani, qui est le chef du HTS, la milice islamiste à la tête des coalitions qui ont fait tomber Bachar el-Assad. Il a envoyé ces derniers mois et encore ces derniers jours plusieurs messages publics sur la protection des institutions, mais aussi des minorités. Et il y a quelques minutes encore sur le code vestimentaire féminin qui ne sera pas modifié, assure dans son camp. Est-ce que c'est de la communication ou au contraire, Frédéric Ancel, vous y voyez peut-être le signe d'un début d'éthique de responsabilité appliquée par un homme qui aurait réellement tourné le dos au djihadisme? Je pense qu'il s'agit de pragmatisme, c'est-à-dire de prudence, et malheureusement pas de modification idéologique en profondeur, ou alors ce serait vraiment une première pour des islamistes radicaux. Donc là, je serais extrêmement méfiant sur le fond idéologique de ces gens-là, en tout cas d'une grande partie de cette coalition, parce qu'elle est assez mosaïque. Mais je crois beaucoup donc dans une forme de pragmatisme. On le disait il y a un instant, au fond, même si ces gens-là ont réussi de manière remarquable et rapide à faire chuter un fruit pourri, qui était le régime de Assad, ce qui est tout à fait honorable d'un point de vue militaire. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui concrètement comme atout pour éventuellement aller porter, comme le firent à l'époque les fanatiques de Daesh en Irak, il y a 10 ans de ça, qu'est-ce qu'ils ont comme atout et comme cible, disons, atteignable hors des frontières de la Syrie? Il n'y en a pas. Alors, ils peuvent toujours essayer de s'attaquer à la Jordanie, ce qui est ridicule. Enfin, de toute façon, je ne vois absolument pas ce que ça leur apporterait. Israël, c'est inimaginable et la Turquie est un pays ami. Donc, qu'est-ce qui reste? Il reste des sunnites conservateurs à l'ouest de l'Irak. Ça n'a pas de sens. Alors, à la limite, on pourrait imaginer que ces gens-là tentent de pénétrer au Liban pour aller s'affronter au Hezbollah. Ça, oui, ce serait logique parce qu'on l'a bien entendu à travers ses discours. Al-Jolani, comme d'ailleurs tout islamiste radical qui se respecte, déteste au dernier degré les chiites, qu'il considère comme des hérétiques, et donc il tente évidemment, et il tentera de casser davantage encore cet axe chiite. Mais je ne vois pas de quels atouts il pourrait se prévaloir pour aller tenter l'aventure, ratée d'ailleurs, de Daesh il y a quelques années. Donc pour vous répondre, moi je serais très méfiant quant à une espèce d'ouverture humaniste. En revanche, je suis relativement confiant quant à un pragmatisme, une forme de prudence, au moins le temps d'installer leur régime sur l'ensemble de la Syrie, ce qui, par parenthèse, n'est pas encore fait. Tout le nord-est appartient encore aux Kurdes, et ça m'étonnerait bien qu'ils le lâchent facilement. Et pour l'instant, en tout cas, même si on n'en sait pas grand-chose, il semble que la côte montagneuse alawite ne soit pas encore conquise. Vous parliez des Kurdes pour terminer, Frédéric Ancel. Quels sont les rapports du groupe HTC avec la Turquie, État qui officiellement le considère toujours comme un mouvement terroriste? Oui, alors ça, c'est vraiment la très très grande duplicité classique et habituelle de la Turquie ces dernières années quand même. C'est-à-dire que on a vu depuis les années 2010 une très très grande porosité, c'est le moins qu'on puisse dire, de la frontière turque lorsque des djihadistes pris sous le feu des Kurdes ou de la coalition internationale cherchaient à se réfugier en Turquie. Et aujourd'hui, le moins qu'on puisse dire, c'est que le président, qui lui-même est issu d'une mouvance frériste, qui est islamo-conservateur ou islamo-nationaliste, comme j'aime bien l'appeler, ce président était tout à fait défavorable à Bachar el-Assad depuis très longtemps et était tout à fait favorable à l'émergence d'un parti au moins très conservateur.
Et j'ajoute que ça va lui permettre d'accroître sa pression, donc sur les Kurdes, au nord. Hein. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose qui est une véritable constante dans la politique étrangère turque depuis très longtemps, outre la détestation des Arméniens, mais ça remonte encore plus loin, c'est un autre problème. Et donc je pense que ce régime-là, il va être, ou ce gouvernement, il va être au moins ami de la Turquie, sauf évidemment à imaginer qu'Al-Jolani tente de manière absolument folle et stupide de tenter le djihad en Turquie, ce que je crois absolument pas. Merci beaucoup Frédéric Ancel d'avoir été avec nous dans le Grand Journal. Je rappelle le titre de vos derniers ouvrages, Les Voix de la Puissance, publié chez Odile Jacob, et l'Atlas géopolitique d'Israël, dont une nouvelle édition réactualisée est parue chez Autrement. Et puis évidemment, je renvoie à cette géopolitique du Golan qui est tout à fait d'actualité. À très bientôt. À bientôt.